En ce jeudi de l'Ascension, une bulle du pape Paul VI proclame 1975 année sainte. Le souverain pontife lance un appel pour l'amnistie politique. Irlande, 9e jour consécutif de grève politique protestante en Ulster. Le dilemme est tragique, confrontation armée avec les Britanniques ou le chaos sur le plan économique. Statistiques navrantes en France dans les accidents de la route, les enfants sont particulièrement vulnérables. Que faire pour les protéger et quelquefois contre eux-mêmes? Cyclisme, Grand Prix de notre bon confrère le Midi Libre, Dan Guillaume prend la tête au classement général. Tiercé, Starlark, Campo Moro, Domluc, 6-3-2, 1527,50 pour un franc dans l'ordre, 264,50 sans ordre, c'est bien payé. Nous y reviendrons en image. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. En ce jour férié de l'Ascension, le souverain pontife a proclamé officiellement que 1975 serait une année sainte et il a lancé un appel en faveur d'une amnistie générale et spécialement d'une amnistie sur le plan politique. La proclamation du pape a été faite sous forme de bulle, c'est-à-dire l'écrit, le rescrit le plus solennel dans sa forme que le pape puisse employer. Une bulle comporte en plus de l'écrit lui-même le sceau du pape sous forme de plomb, portant d'un côté la tête de Saint-Pierre, de l'autre celle de Saint-Paul. Léon XIII a réduit l'usage de la bulle de plomb aux actes particulièrement solennels et éliminé l'écriture spéciale, fort compliquée, dont on usait dans les bulles depuis le XVIe siècle pour rédiger ces actes. Naturellement, le texte d'une bulle continue à être en latin. Le souverain pontife a donc voulu donner une grande solennité à son appel de ce jour de l'Ascension. « 1975 sera par conséquent une année sainte placée sous le thème « Renouveau et réconciliation ». Et voilà la cérémonie de la signature de cette bulle. Cela se passait ce matin dans la salle du trône, au Vatican, et en présence d'une cinquantaine de prélats de la curie romaine. Ce document, a dit Paul VI, est une invitation à prendre au sérieux l'année sainte qui veut célébrer dans l'histoire d'aujourd'hui la jeunesse séculaire de l'Église et donner à la foi une nouvelle impulsion rigoureuse et populaire. Telles sont les paroles prononcées par le pape ce matin à Rome, peu après la signature de la bulle et devant 15 000 fidèles rassemblés, place Saint-Pierre. Allemagne, Bonn dément formellement que le chef de son contre-espionnage, M. Nollau, soit un agent du monde de l'Est et l'intéressé traîne en justice la revue économique Capital qui avait porté contre lui des accusations. M. Kissinger est au Proche-Orient depuis maintenant un mois. Il y a 48 heures, on était encore extrêmement optimiste dans son entourage sur le prochain désengagement des troupes syriennes et israéliennes au Golan. On parlait d'une réunion dimanche à Genève. Aujourd'hui, il semble au contraire que M. Kissinger n'ait pas obtenu tous les résultats qu'il escomptait de sa mission. Il continue la navette entre Damas et Jérusalem, mais il a rappelé qu'il n'avait pas, je cite, fixé de date limite à la conclusion d'un accord entre la Syrie et Israël. Sans doute va-t-il repartir dans 2 ou 3 jours pour Washington, et en tout cas, il n'a pas parlé aujourd'hui de nouveaux progrès, alors que c'est une formule qu'il employait à chacune de ses navettes entre la Syrie et Israël. Cela dit, il ne faut pas verser dans le pessimisme non plus. Des progrès réels ont été accomplis depuis quelques mois, mais il reste plusieurs difficultés non résolues, concernant par exemple la séparation physique, matérielle, des forces en présence. Lorsque M. Kissinger sera rentré à Washington, on en saura sans doute davantage. Les docks de Belfast. Cela fait maintenant 8 jours que les grues restent immobiles. 8 jours que le cœur de la capitale d'Irlande du Nord a pris l'aspect d'une ville fantôme. Et rares sont les personnes qui viennent se heurter aux barrages de sécurité installés par les militaires britanniques. S'il le faut, nous mènerons le pays à la ruine, mais nous obtiendrons ce que nous voulons, affirmaient hier les leaders syndicaux protestants. Et sans doute, pour mieux illustrer leur détermination, ils ont décidé aujourd'hui d'arrêter les livraisons d'essence aux pompistes. Il fallait plusieurs heures aux automobilistes pour obtenir quelques litres de pétrole dans les rares stations ouvertes. Dans 2 jours, ce sera la pénurie totale. Les habitants de Belfast doivent aussi faire la queue pour acheter leur pain ou leur lait.
les magasins ne sont autorisés à ouvrir leurs portes que 2 heures par jour. Seuls, les quartiers catholiques conservent une certaine animation. Les enfants se rendent à l'école comme à l'accoutumée et les bus roulent encore, mais pour combien de temps? Car ceux qui font la loi, ces adolescents manipulés par les organisations paramilitaires protestantes ont renforcé leur emprise. Ce matin à l'aube, les troupes britanniques ont à nouveau détruit leurs barricades, mais aussitôt, elles ont été relevées. Et peu à peu, se met en place une sorte d'administration parallèle, le syndicat protestant étant seul habilité à distribuer les passes permettant soit de circuler, soit de travailler. Alors que va-t-il se passer maintenant? Les protestants viennent de faire la démonstration de leur force. Ils peuvent tout arrêter à tout instant dans le pays. Ils viennent de faire aussi la démonstration qu'ils étaient prêts à tout pour maintenir leurs privilèges en Irlande du Nord. L'attentat de Dublin qui a fait 31 morts vendredi dernier leur est sans doute imputable. Leurs chefs ce soir peuvent se féliciter. Ils ont gagné la première manche. Le gouvernement britannique est dans l'embarras. Le comité exécutif de l'Ulster a cédé en partie à leurs exigences. Restent les catholiques. L'IRA provisoire, dans quelques heures ou dans quelques jours, devra montrer qu'elle aussi n'a pas renoncé à ses objectifs, à savoir une Irlande réunifiée. Non, décidément, le sang n'a pas fini de couler en Irlande du Nord. Ici Belfast, à vous Paris. Demain, en fin de matinée, M. Poher, président de la République par intérim, reçoit à l'Élysée M. François Mitterrand pour évoquer, entre autres choses, la création d'un statut de l'opposition. Dès avant l'élection présidentielle, M. Poher avait souligné combien il était en faveur du respect de l'opposition et d'ailleurs, de son côté, au cours de sa campagne, M. Giscard d'Estaing a très nettement et plusieurs fois déclaré qu'il se ferait un devoir de prendre des contacts fréquents avec l'opposition et de recevoir les leaders de celle-ci à la veille de grandes décisions nationales. À déjeuner, toujours demain, le président Alain Poher recevra les dirigeants de l'ORTF, entourant M. Marsolon, pour les remercier de leur action pendant la campagne. M. Chenot, président de la Commission nationale de contrôle, M. Perrier, le rapporteur de celle-ci, y assisteront également. Il s'agira d'un déjeuner de travail avant la publication du rapport de la Commission nationale de contrôle, rapport qui évoquera notamment les questions posées par la campagne électorale à l'ORTF et en particulier à la télévision. Demain, proclamation officielle des résultats de l'élection présidentielle. Lundi, installation officielle du nouveau président de la République, mais avec un protocole simplifié. Ainsi, M. Giscard d'Estaing arrivera à l'Élysée à pied. Assisteront à la cérémonie notamment, et à titre symbolique, une classe d'écoliers avec ses professeurs. Je vous rappelle que lundi matin, il n'y a pas de classe, afin de permettre au plus grand nombre possible de gens de suivre ce qui se passera, soit à la télévision, en direct sur la première et la deuxième chaîne, soit en se rendant sur les Champs-Élysées. Et lorsque, après la cérémonie à l'Élysée même, M. Giscard d'Estaing se rendra à l'Arc de Triomphe, il fera, là aussi, une partie du parcours, à pied. Il est 5 heures. Garches, commune de la proche banlieue parisienne, ne s'est pas encore réveillée. Dans le secret du petit matin, d'étranges travailleurs mettent à profit ce jeudi de l'Ascension pour rendre à leur ville le visage qu'elle avait perdu depuis l'ouverture de certaines campagnes électorales. Il faut dire que l'ardeur des colleurs d'affiches n'a eu d'égal ces dernières semaines que celle de leurs convictions. Aussi, les auteurs de cette propagande que l'on qualifie de sauvage ont réalisé à quel point leur commune avait été enlaidie. Un certain nombre d'entre eux ont donc décidé de déployer la même énergie pour décoller ceux qu'ils avaient collés. Hélas, ils étaient moins nombreux que pour l'opération inverse. La vérité, c'est que c'est nous qui les avons collés. Ah bon, mais alors vous faites œuvre de dépollueur après avoir... La plupart de nous sont membres de l'association de sauvegarde des espaces verts. Et nous avons été pris dans l'escalade du collage. Et maintenant, nous nous sommes rendus compte qu'il valait mieux décoller, que c'était donc plus dans la conformité avec nos principes. Enfin, l'élan est donné. L'effort de ces bénévoles doit faire économiser à la municipalité les frais d'une toilette qui coûtent de plus en plus cher. L'américanisation de nos campagnes électorales entraîne inévitablement une débauche de colle et de papier qui va bien souvent à l'encontre des objectifs de propreté et d'environnement. Première du genre, cette opération décollage a mobilisé de gros moyens, comme ce camion à nacelle loué pour l'occasion. Les affiches ont été posées très hautes, vu la campagne que nous avons eue draconienne dans notre pays, le décollage systématique, et il a fallu employer les grands moyens. Nous avons collé très haut pour rester encollés tout le temps et pour ne plus avoir de décollage.
Et aujourd'hui, nous trouvons que notre ville est enlaidie par ça et nous avons décidé de décoller systématiquement tout ce que nous pouvons. L'effort de ces habitants de Garches sera peut-être suivi par ceux d'autres villes, conscients de la nécessité que représente la propreté dans la cité. Du moins, faut-il l'espérer. Voici le désolant visage que présentent depuis quelques mois les plages de la côte aquitaine. Oh, bien sûr, ce n'est pas un phénomène nouveau que celui-là. Bouteilles en plastique et déchets de toutes sortes effectuent depuis de nombreuses années déjà le trajet entre les côtes espagnoles et les côtes françaises. Ceci n'est pas nouveau donc, mais l'accroissement des conditionnements plastiques et le développement de l'industrie chez nos voisins espagnols donnent désormais à ce phénomène des allures inquiétantes. Le moyen de locomotion est très simple. Prenons le cas d'une bouteille jetée à la mer sur la côte cantabrique. Prise dans un courant d'origine nord-sud, elle remonte le long des côtes françaises, puis sous l'effet des vents d'ouest, cette bouteille ira s'échouer sur l'une des plages des 260 km du littoral aquitain. Les plus touchées par cette invasion sont bien sûr les communes du bassin d'Arcachon, dont les plages océanes sont un atout capital sur le plan touristique. À Lège, le maire, M. Cazalet, nous a donné son sentiment. Au point de vue pollution, nous ne sommes pas inquiets, mais nous sommes de toute façon inquiets parce que nous avons l'impression que ce phénomène s'agrandit et que nous avons de plus en plus de ces objets non dégradables qui échouent sur nos plages. Nous pensons qu'il faut vraiment voir le problème le plus près possible et qu'il faut trouver une solution, car, je répète, ce n'est pas polluant, mais il y a un phénomène évidemment de dépenses d'argent inutiles pour le département, pour la commune et pour la mission d'Aquitaine, qui est obligé tous les ans de mettre des engins mécaniques pour enfouir tous ces déchets qui nous arrivent de nos voisins espagnols. En effet, s'il était normal que les collectivités locales assurent l'entretien des plages situées dans les zones de baignade surveillées, il ne leur était pas possible, par contre, d'assurer financièrement et techniquement des travaux aussi importants de nettoyage. C'est pourquoi la mission interministérielle d'aménagement de la côte aquitaine a déjà alloué en 3 ans 700 000 francs au syndicat intercommunal. Ces plages polluées par le plastique et par autre chose, est-ce que ça n'est pas, disons, un mauvais présage pour les vacances de cet été? Bien, c'est le début de tas de sonnettes d'alarme qu'on aura à se tirer comme tous les étés parce que c'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit que quelque chose ne va pas. Au fond, pendant l'hiver, on s'en préoccupe pas tellement. En plus, disons que les tempêtes ont peut-être tendance à mieux répartir ces déchets, mais tous les ans, vers le mois de mai-juin, on vient me demander, mais qu'est-ce que vous pensez de ce drame à tel ou tel endroit, sur telle ou telle plage? Eh bien, il faudra qu'un beau jour, on ait une législation contraignante qui obligera à protéger et les pays où nous sommes et les pays voisins contre cette invasion intempestive. Alors les baigneurs, est-ce qu'ils ne risquent pas d'attraper des maladies, par exemple? C'est-à-dire que quand on voit arriver des bouteilles de plastique, on se dit que bien sûr, c'est simplement peut-être le flotteur qui montre que par ailleurs, il y a tous les déchets des cabinets ou des égouts des villes voisines. Du moment que les bouteilles de plastique arrivent, pourquoi pas le reste? Et là, il faudrait évidemment faire des analyses qui, je pense, devraient être faites. Les travaux de nettoyage ont commencé sur les plages il y a maintenant plusieurs jours. Avant d'être livré aux touristes, le littoral aquitain est donc actuellement le domaine des bulldozers et engins de travaux publics en tout genre. Le sable sera propre cet été, mais le problème n'est pas résolu pour autant. En Espagne, on continuera à déverser les déchets à la mer et l'océan les rejettera inlassablement sur les côtes. La pollution, on en reparlera malheureusement. Nous parlons d'un autre fléau, la route. Les enfants sont naturellement plus vulnérables que les grandes personnes chaque fois qu'il s'agit d'un accident, puisqu'ils sont physiquement, physiologiquement moins forts, moins résistants qu'un adulte. Ils sont aussi plus imprudents parce que plus insouciants. La semaine de la mère et de l'enfant, organisée actuellement par le Comité national de l'enfance, a mis en valeur des chiffres consternants, qu'il s'agisse d'enfants tués ou grièvement blessés comme piétons, comme passagers d'automobile ou comme utilisateurs de divers engins à 2 roues. Le professeur Omar, du service du professeur Judet, de l'hôpital de Garches, a examiné le problème de la sécurité de l'enfant qui roule en voiture.
Trop souvent, on voit des enfants placés sur les genoux de leur mère qui, au moindre choc, au moindre coup de frein brutal même, peuvent être projetés contre le pare-brise ou contre la planche avant du tableau de bord. Et encore plus grave, si la mère n'est pas ceinturée, elle va écraser l'enfant contre les structures avant du tableau de bord. Et on va transformer ainsi la place du mort classique en la place de 2 morts ou de 2 blessés graves. Donc il faut laisser les enfants à l'arrière, car les ceintures de sécurité ne sont pas adaptées pour les petits-enfants. Il faut absolument que les services publics déterminent des normes pour la fabrication des sièges de sécurité adaptés aux enfants. Il y en a un certain nombre qui sont sortis sur le commerce et il faut absolument que ces sièges aient des caractéristiques testées avec des méthodes rigoureuses pour que l'on ait une sécurité absolue et que les parents qui achèteront ces sièges soient assurés de leur efficacité. Il faut d'autre part absolument que ces sièges soient arrimés à la carrosserie même du véhicule pour qu'ils soient efficaces. Et non pas sur les coussins. Absolument pas, car un choc à 30 à l'heure avec arrêt brutal fait basculer un siège arrière de façon extrêmement fréquente et par là même le siège qui est adapté dessus. Est-ce qu'il faut envisager le port de la ceinture à l'arrière, selon vous? Absolument, ça existe déjà sur un certain nombre de véhicules. Il faut que l'enfant soit avec une ceinture arrière et la ceinture peut être mise, ça dépend de la taille de l'enfant, mais grossièrement autour de 10 ans, il est déjà tout à fait capable de rester dans une ceinture de sécurité qui sera parfaitement adaptée à sa taille. Oh, vous savez, la simple recommandation, ça ne suffit pas. Il faut obligatoirement des mesures sévères. Car la sagesse des nations, ce n'est pas des simples recommandations, c'est des règlements extrêmement stricts. Jean-Pierre d'Anguillaume, ici en tête, a endossé ce soir à Alès le maillot de leader du Midi Libre, dont il faut revenir sur la première étape dramatique. Une négligence à l'arrivée à Valras a provoqué un terrible accident et pose une fois de plus le problème de la sécurité des coureurs cyclistes, principalement dans les arrivées massives. Les 9 blessés ont maintenant quitté l'hôpital de Béziers, mais pour certains la saison est compromise. Cet accident a soulevé l'indignation des coureurs qui ont manifesté ce matin au départ de Montpellier en parcourant les 20 premiers kilomètres à faible allure. Mais ici, nous suivons les 3 hommes qui ont faussé compagnie au peloton à 20 km d'Alès, d'Anguillaume, Talbourdette et le Belge Dylan. Coloraire, dossard numéro 9, a réussi à rejoindre les fuyards dans les faubourgs de la ville. Les 4 hommes conserveront quelques 500 mètres sur le peloton et le Belge René Dylan va au sprint d'Anguillaume, Talbourdette et Corolet. Le peloton, quant à lui, concède 11 secondes et le sprint est réglé par le Belge Verbeek devant Esclassan et Martens. Il faut souligner que l'étape a été marquée par la performance solitaire de Campaner, seul en tête pendant 110 km. Au classement général, Jean-Pierre d'Anguillaume, nouveau leader, possède 7 secondes sur Michel Coroller et 9 secondes sur Barry Oban. Longchamp, dans le tiercé de 1500 mètres pour chevaux d'âge, 19 partants, dont quelques-uns de très bonne classe parmi les gros poids. Casaque blanche à la corde, voici Corinthe qui mène dès le départ, ne connaissant en fait que cette seule tactique-là. Derrière lui, car Corinthe c'est un mâle, je pointe 10 o'clock, Salix, Domluc et Prini, et c'est dans cet ordre que le peloton un peu étiré passe derrière le petit bois, va grimper jusqu'à la porte de Boulogne, puis descendre la grande piste avec toujours Corinthe en tête. Personne n'a la moindre envie de lui disputer pour le moment cette place de leader. Derrière le cheval de tête, au bas de la descente, voici qu'attendent de démarrer Starlark, Campomoro qui vient à l'extérieur, Domluc et Xalix, un ensemble de ces bons chevaux dont je parlais en commençant. Début de la ligne droite, Corinthe qui a jeté son feu va être dépassé, et d'abord par Starlark, casaque foncé, manche claire, qui donne l'impression de galoper avec une aisance extrême. Il est entraîné par Eddie Bartholomew, il est monté par Alain Lequeux, et en vérité, rarement un handicap de cette importance aura été gagné avec autant d'aisance. Au premier poteau, à 100 mètres de l'arrivée, les jeux sont faits, c'est le cas de le dire. Campomoro, casaque très foncé et Domluc à gauche à la corde, un instant englué, se lance à la poursuite du leader, rien à faire, la victoire est acquise. Plusieurs fois classé, et notamment deuxième du Grand Prix de Nantes, le vainqueur me donne l'impression d'avoir réalisé de gros progrès. 3 excellents pur-sang à l'arrivée, les censeurs les plus sévères ne pourront rien reprendre au résultat. 6-3-2, rapport 1527-50
dans l'ordre pour 1 franc, 264,50 sans ordre. Pour dimanche et à Longchamp toujours, c'est le prix du lac, handicap pour 3 ans, qui a été retenu comme support du pari tiercé. La véritable épreuve, c'est le prix Saint-Alary, où l'on verra les juments du prochain prix de Diane. Autre résultat sportif de ce jeudi de l'Ascension, Colombo a gagné la plus longue étape du Tour cycliste d'Italie, 257 km, avec 44 secondes d'avance sur le Belge de Vlaming, le héros d'un récent Paris-Roubaix. Fuente, l'Espagnol, conserve le maillot rose. Merckx n'a pas porté l'attaque qu'on attendait. 110 mètres haies, grande performance de Guy Drutt, 13,4, à 1/10 de son record de France, malgré aujourd'hui une piste difficile et un vent contraire à Charlity. La chute du record est vraisemblablement pour bientôt. Maintenant, cinéma. Cinq ans après, Borsellino revient, mais sans Belmondo. Produit et interprété par Alain Delon, tourné à Marseille, Naples et Paris, il coûtera la bagatelle de 16 millions de nos francs. Une fortune qui s'explique par le coût des reconstitutions, décors, costumes et accessoires, car Borsellino sacrifie au goût du jour la mode rétro. Mais plus qu'un film d'époque nostalgique, Borsellino sera un film d'aventure aux multiples rebondissements. Je pense que le premier Borsellino a lancé surtout une mode, c'est la mode des années 30. D'ailleurs, vous le voyez, les gens, même sur le niveau, sur le plan de la mode, si vous voulez, s'habillent. On a tendance maintenant à s'habiller comme en 1930. On porte des jupes, même les couturiers, dans leur truc d'été ou d'hiver, leur mode de printemps, font des costumes des années 30. Comme dans la première version, les cascadeurs ont un rôle important. Chaque fusillade demande une préparation méticuleuse, plusieurs heures de travail pour une scène de quelques secondes. Je crois qu'il faut aller carrément dans le sens de l'aventure d'un second Borsellino. Donc il faut donner quand même l'action. Avant le film, il y a une grande campagne, il y a une grande tournée dans toute la France pour trouver toutes les voitures d'époque que l'on achète en grande partie, que l'on reconstitue mécaniquement, intérieurement, et puis on fait quand même appel aux collectionneurs. Roxy Freddy, truand marseillais, avait ses élégances. Costume rayé, gants de chevreau et, bien sûr, Borsellino, posé sur des cheveux gominés. Pour son 47e rôle, Alain Delon a repris la garde-robe de Roxy Freddy avec un plaisir non dissimulé. 587, deuxième. Grande époque maintenant révolue que celle de l'Alcazar de Marseille. Le célèbre music-hall du Cours Belzunce a depuis longtemps fermé ses portes. C'est dans un théâtre parisien que Jacques Deray a reconstitué ce haut lieu du music-hall, une occasion de plus de renouer avec le charme suranné des années 30. Un film dont on peut déjà dire qu'il fait du bruit. Jean-Pierre Berthet vous présentera 24 heures dernière aux environs de 23 heures. Il vous donnera les dernières informations de la soirée. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci.